Et aujourd'hui, nous sommes à Djougou, dans le nord du Bénin. Une région peu touristique, mais essentielle à l'équilibre du pays. Ici, la vie s'organise autour de la famille, de la terre et de la transmission. Je suis venue vivre une immersion chez la maman d'une amie, et notamment les différentes techniques de transformation des céréales, qui viennent d'ailleurs en grande partie du nord du Bénin. J'ai été donc accueillie chaleureusement par cette famille. On a vécu des moments très simples, très vrais. On a consommé une bouillie de soja, un aliment simple et nourrissant. Pour en comprendre le processus, nous avons accompagné les femmes jusqu'au meunier. C'est là que le soja, comme le sorgho et le mil, est transformé. C'est la première fois que je voyais des céréales réduites en farine, donc ça a été un moment incroyable pour moi. Le nord du Bénin est une terre agricole. Une grande partie des céréales consommées dans le pays vient d'ici. Les repas se prennent ensemble, simplement. Puis vient le moment de reprendre la route, direction Nati Tengu. Mais Djougou reste, dans les gestes appris et dans cette certitude. Le Bénin se comprend aussi ici. Donc là, on vient de quitter Djougou et on est en route pour Nati Tengu. Nous voici donc à Nati Tengu. Donc on a tenu justement à vous présenter les Tata Somba et leur histoire, mais aussi l'arbre du baobab creux qui lui aussi a une histoire bien particulière. On est déjà en face du baobab creux. Il disait tout baobab. Après 100 ans, c'est des arbres sont vieux. Après 100 ans, la sève devient du sable et comme ça se vide et ça laisse. Même s'il n'y a pas d'ouverture, s'il atteint 100 ans, c'est qu'il y a du creux déjà. Et on se sert de son fruit pour le jus de baobab et aussi pour la conservation localement. Lorsqu'on veut conserver la pâte, que ce soit la pâte de maïs, de sorgho, de mil, on rajoute un peu de jus de baobab dedans et on fait le mélange et on dépose. Elle se fermente. On peut l'utiliser tout au moins pendant une semaine sans qu'on ne la chauffe. À chaque fois. Le baobab en général c'est un arbre sacré. Et lorsque je parle de sacré, c'est pas qu'on fait des rituels dans ces baobabs là. C'est seulement si je dis que c'est sacré. Lorsque le peuple, toute une personne, toute une famille, s'il va s'installer quelque part et qu'il y ait du peuple Otamari, après un certain nombre de temps, forcément un baobab doit pousser là. Sans qu'on ne le plante. Sans qu'on ne le plante. Sans qu'on ne le plante. Bon, nous-mêmes, on se pose des questions. C'est dû, comment on appelle, je peux dire c'est un héritage de nos. Les baobabs, c'est naturellement. Nous, on est né, il y a beaucoup de baobabs, on est né retrouvés, mais à chaque fois, on constate qu'il y a des jeunes pousses. Quelqu'un qui ici va construire là-bas, il y a des jeunes pousses. Donc en fait, tous les baobabs ne sont pas plantés. Ne sont pas plantés. Non, c'est naturellement. Je disais, nous sommes en face du Tata. Mais la vraie appellation, c'est Takienta, la maison. Et on dit, c'est Tatamakienta en fait. La maison du peuple bâtisseur. Tatamakienta. Maintenant, dans ça, Tatamakienta, nous avons de 3 types de Tatamakienta. Nous avons Takienta de Okwari, Takienta de Osori et Takienta de Ochao. Et tous ces types de sitiens sont construits à base de la terre pétrie que nous appelons panko. On creuse la terre, on le mélange avec de l'eau et on pétrit. Et une fois dès que c'est prêt, on prend et on fait des petites boules et on donne le maçon, le bâtisseur. Donc qui ne peut que faire une couche. Vous voyez de là à là, c'est une couche. De là à là, c'est une couche. On fait une couche, on laisse sécher avant de mettre une seconde couche. Et ainsi de suite jusqu'à avoir la hauteur qu'on veut.
Si c'est en période de l'harmattan, on peut faire 2 couches. Une dans la matinée, une seconde couche à l'après-midi. Parce que ça se sèche en période de l'harmattan. Et dès qu'on finit de monter les murs, pour le crépissage, on se sert de la bouse de vache. La bouse de vache mélangée avec du sable calcium. Ça pour la solidification. Et sur le crépissage, vous avez de ces décorations qui représentent l'identité. Et vous en avez là, voilà. Qui représente l'identité. Et à la devanture, il y a de ces monticules. En fait, c'est les divinités. Nous avons les divinités qui protègent la maison contre de mauvais esprits. Et même les divinités de porte-bonheur. Et au-dessus là, nous avons les cornes de bœuf. Ça, c'est des trophées d'animaux sacrifiés. Trophées d'animaux sacrifiés. Pourquoi on le met là, au temps de nos parents? C'est que ça c'était lié un peu au mariage. Parce que une famille qui avait de ces trophées, on supposait que c'est une famille qui était aisée. Ils ont de troupeaux, ils ont d'animaux. C'était des richesses. Donc c'est pourquoi après le sacrifice, on le mettait là. Et c'est comme ça, c'était symbolisé. Donc ça, c'est un symbole. C'est un symbole, voilà. Comme ça, c'était symbolisé. Donc, on est là aujourd'hui avec monsieur Tawena Koufo, qui est justement apiculteur, et on est donc sur les lieux de sa production du miel de karité. Je le laisse en dire un petit peu plus sur le lieu et puis sur la fabrication peut-être. Bon, le lieu, comme on voit, il est naturel, hein, naturel, oui. Les abeilles travaillent librement, calmement. Deux types de ruches. Ça, c'est les ruches kenyanes, avec des réglettes, comme vous avez vu là-bas. Les ruches d'Adam, c'est avec les cadres. Je vais vous montrer la différence. Ici, la ruche d'Adam. La cadre. Alors, quand ça fait le miel, tout ça, c'est rempli de miel. Mais ici, elle n'est pas colonisée. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la petite ruchette. Et quand je capte l'essaim, je l'amène la nuit ici. J'ouvre et je le mets. Il grossit, il grossit. Bon, au bout de 2 ans, je peux faire une bonne récolte. Après une journée chargée hier, on est encore sur pied donc pour visiter Monsieur de Gaulle, le foussage, maître des animaux, donc à Nati Tengu, et ensuite se rendre pour la fabrication du beurre de karité. Cette fois-ci donc, suivez-nous. Champion, ça va bien. Là, tu peux voir, c'est un serpent qui a été... Tu vas voir qu'il y a une trace de machette sur ta poche. Il y a une trace de machette, c'est un serpent qui a été soigné. Là, il est totalement guéri. C'est un vrai serpent, mon petit. Il ne mord pas celui-là. Oui, il ne mord pas. Il ne mord pas, c'est un python. Bien. Il a été soigné là, il est totalement guéri. Après, il sera relâché dans la nature. Okay. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de serpents. En temps, vous allez passer voir qu'il y a beaucoup. Après, vous passerez voir qu'il n'y a plus. C'est parce qu'ils sont relâchés. Viens. Tu le laisses. Tu peux sortir dehors avec. Quand il va se lever, le truc, regardez bien.
Plus le scorpion a de grosses pinces, moins il est dangereux. Plus les pinces sont petites, là c'est dangereux. Et là les pinces sont grosses, donc c'est un scorpion qui est moins dangereux. Donc son venin n'est pas si toxique que ça. Non, pas dangereux. Wow. Oui. Pour pouvoir le moudre. Pour pouvoir le moudre et obtenir une pâte. Une pâte, ok. Donc Et ça va se transformer en pâte en et pâte. non pas en poudre. Non, non, non. D'accord, Oui. ok. Jamais en poudre. Ok, ok. Oh, c'est le contraire. En fait, là, ça va devenir jaune en réalité. C'est jaune, voilà. Voilà. Ça peut rentrer dans vos yeux, ça va vous faire mal. C'est ici que s'achève notre dernière journée avec la fabrication du beurre de karité. Et on vous laisse découvrir la suite.
même à Djougou, là, la maman, elle pensait aussi que c'était mes cheveux.